car lui-même aurait très bien pu être un ancien esclave victime du tournoi d'extermination organisé tous les 3 ans et aurait donc décidé Trop fort Garling. de se venger et de mettre un terme à ce morbide divertissement. Comme Barbe Noire, il représenterait donc la face sombre de la volonté du dit, ceux pour qui la fin justifie les moyens. En effet, tous les dits aspirent à être libres, mais certains n'auront pas peur d'user du machiavélisme pour y parvenir, faire le mal pour un plus grand bien, tandis que d'autres ne pourront jamais être libres si les autres ne le sont pas également. Comme avec les amiraux de la marine et leur vision de la Ils sont là les fraudes. Incroyable. Là je pourrais vous parler de leur vision de la justice, on pourrait tergiverser, dire lui il pense ça mais il fait ça. Le moins pire, je dirais, c'est Aokiji. Bon, ça se tape entre Aokiji et Fujitora. L'un des pires, si ce n'est le pire, c'est Pengoku. Lui, il est complètement horrible, catastrophique. Lui, il me dégoûte. Rokugo aussi me dégoûte. Kizaru me dégoûte fois 1000 avec Sentomaru. Carrément, Saturne lui a dit, tu peux ne pas le tabasser. Il est parti tabasser Sentomaru. Ça n'est rien comprendre, ce mec est une merde humaine. Akainu, j'en parle même pas. Bon, lui au moins, il est parti du côté pirate. Bon, Fujitora, lui, il tente un petit peu, oui, il tente de changer des choses et tout. Donc les deux, ça va. Mais les autres, tu prends individuellement ou collectivement, c'est horrible, hein, au bout d'un moment. Faut savoir dire la vérité, hein, c'est... justice comme un outil pour punir. Comme dirait Sunny, celui qui te dit que Pengoku est un chic type n'a strictement rien compris. Enfin, au bout d'un moment, si tu oses dire que Pengoku est un chic type, je sais pas comment t'as lu One Piece, mais c'est vraiment problématique. Ou bien une morale à défendre, dans la large famille des dits pourraient se trouver des individus qui ont leur propre notion de la liberté, ce qui permet à Eiichiro Oda Techniquement, tactiquement. de renforcer la richesse de son œuvre, mais surtout d'effacer encore une nouvelle fois le manichéisme de son écriture, car il est fort possible que Rox d'Ishebek, plus puissant, terrible et sanguinaire pirate de son époque, soit présenté par le prisme de Bartholomew Kuma comme un véritable héros. Ouais, mais dans ce cas-là, va vraiment falloir nous expliquer le délire avec Roger. Hein. À moins que Roger... Peut-être que Roger, après, il est venu, il a libéré tous les esclaves. Hein. Je sais pas. Hein. Peut-être que Roger l'a fait d'une pierre deux coups, il a tabassé Xebec, il a libéré les esclaves. Hein. C'est totalement probable. Même si, bon, pour moi, la plus grosse interrogation que j'ai par rapport à Roger et God Valley, c'est Shanks bébé. Bébé Shanks. Si vraiment Garling, c'est son père, ça voudrait dire que Roger a pris le bébé de Garling, alors que Garling était toujours là-bas et toujours, entre guillemets, pas apte au combat, mais toujours, toujours présent, quoi, toujours vivant. Donc je trouverais ça extrêmement louche. Bon, il savait pas Roger, hein, mais je trouverais ça quand même extrêmement louche. S'inspirant de l'histoire de la piraterie, Eiichiro Oda, comme à son habitude, nous offre donc avec le flashback de Kuma. Il a sauvé Shanks de l'horrible Garling. Comment ça, il a sauvé Shanks de Garling? Garling, si c'est son père, il l'a pas sauvé. Comment ça? Une nouvelle histoire d'oppresseurs et d'opprimés, d'emprisonnement et de liberté. Le sentiment d'injustice que l'auteur Roger, il a kidnappé le gosse. toujours avec grande justesse chez les hommes poissons, se retrouve cette fois-ci chez les esclaves des dragons célestes. Le tout synthétisé chez le personnage de Kuma, dernier boucanier en vie. Là pourrait se trouver la 3e race manquante sur l'archipel de Totland. Ouais. Rappelez-vous, Charlotte Nilin nous disait qu'il lui manquait 3 races pour accomplir son rêve. Au vu de son passif avec Elbaf et les paroles de Judge Vinsmoke, nous savions que la première était les géants. Plus tard, à Onigashima, et la demande de Charlotte Nilin à King de rejoindre son équipage, nous apprenions que les Lunariens étaient la seule. Trop fort, King. Big Mom, elle a dit, rejoins mon équipage, rejoins-moi, vu que t'es un Lunaria. Enfin, vu que pour ta race, du coup. Il a dit quoi? Elle a dit non. Il a dit, je pourrais te dire oui, mais la réponse est non. Comme Marco, avec Shanks, au final. Masterclass. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous découvrons... J'aime beaucoup les non. Je pourrais dire oui, mais non. Kuma est l'unique survivant des boucaniers, cette race doit être la dernière manquante à Big Mom. Une race qui, comme Zunesha, aurait commis un crime il y a 800 ans. Une race qui posséderait, selon Imperio Ivankov, du sang de géant, expliquant enfin la taille et la force démesurée de Kuma. Et ce que, alors, Edward Newgate n'en était pas un également. Est-ce que Newgate serait pas un boucanier? Un mec qui fait du boucan?
Pourquoi faire? Bah bonne question, après c'est juste pour dire que c'est un boucanier quoi. Terrible. D'après la puissance de son cri, c'est un boucanier. Simplement puissante depuis tout petit et partageant... Quand tu regardes Big Mom, c'est une humaine, mais c'est pas vraiment une humaine Big Mom, c'est une espèce d'anomalie, comme dirait Sony, naturelle. L'autre, comme il s'appelle, Kaido, c'est un descendant de Oni, de je sais pas quoi. Bon, je sens que c'est un humain, mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est humain avec la puissance en Haki des Rois? C'est compliqué, mais bon, voilà. Barbe Blanche, c'est vrai qu'il est grand de taille. Hein. Mais bon, si c'est ça, pourquoi pas hein. Avec les boucaniers des traits identiques, comme le menton et les... Eh, c'est lui. pommettes. Ça va faire comme Garling. Vous voyez Garling, ceux qui mettent les cheveux de Shanks en tête de Garling pour dire regardez, c'est son père. C'est exactement comme ça. Mais surtout une taille immense, lui n'aurait pas pu être capturé par le gouvernement car protégé par les Rox pirates. Comme Barbe Blanche est mort, cela fait donc de Kuma, comme le dit Saturne dans ce chapitre, le dernier survivant de sa race. Également, on dirait une insulte, le dernier survivant de sa race. Il est impossible de ne pas penser au chapeau de paille géant de Marie-Joise. Et ce que... Non, en vrai, c'est du gâchis. C'est du gâchis, le père de Pumba. C'est du gâchis, le mec il a fini esclave et tout. Boucanier, t'avais... voilà, t'as du potentiel en tant que boucanier, malheureusement. Il s'est fait éliminer comme une merde parce qu'il faisait du boucan. C'est lui aussi, il fait du bruit, frère, au bout d'un moment. Arrête d'emmerder les gens, et puis peut-être que... toi et ta famille, vous serez en paix. Mais bon, que voulez-vous, il a pas voulu écouter. Kuma, en vrai, il a fini chez Shibuka, et puis il était chez les Revo, donc ça va. C'est un bon représentant de sa race, en fait, Kuma, ça qui est bien. les boucaniers... Vous voyez, Kaido, c'est un bon représentant des Oni, si je puis dire. Lui, c'est un bon représentant des boucaniers, c'est très bon. C'est pas tous des géants, et que comme avec les démons et les tireurs de continents, c'est pour survivre et se cacher du gouvernement mondial que, en 800 ans d'évolution, les boucaniers auraient rapetissé. L'on se rappelle qu'à Dressrosa et à Sabaody, Eiichiro-Oda s'amusait en disant que Luffy était connu dans le monde Ryo, tu penses quoi de GTA 6, frérot? Je vais pas répondre à ta question. entier. Qu'est-ce que je pense? Frérot, j'ai juste envie qu'il me parle de Kizaru qui s'est fait one shot. Toi, tu me parles de GTA, frérot Nir, je t'aime bien. Mais parle-moi de Kizaru si tu veux que je te réponde. Ouais, je sais pas, au bout d'un moment, tu me parles en one shot, tu me parles en white, c'est quoi déjà, en star white là? White star gun. Tu me parles pas en GTA, frérot, là, je suis encore dans l'optique où Kizaru s'est fait chiffler. Comme un géant, nous aurions peut-être ici un foreshadowing sur l'identité de Joy Boy et son Tu penses quoi de Minecraft? immense chapeau de paille. Après la libération de l'île des hommes poissons, le paladin des mers Jinbei, en route pour la... Voilà, ça c'est une question à laquelle je peux répondre. Tu penses quoi de Kizaru? Je pense que Kizaru est objectivement et factuellement une fraude. C'est une anomalie de la frauderie en ce qui concerne l'instance qu'est la marine. Il a été complètement catastrophique, il n'a fait strictement aucun dégât à Luffy, alors qu'il a pu le taper à plusieurs reprises et qu'il a même pu charger une technique. En termes de résistance, il est gaze de fou, une patate pas deux, il est inerte. Offensivement, il est extrêmement nul. Donc je pense que c'est une belle fraude. Voilà pour ma réponse. L'archipel de Totland au chapitre 757, tombé nez à nez sur des ruines sous-marines avec à l'intérieur un poneglyphe. Mais à l'époque, personne n'avait fait attention à un détail. Un symbole antique sur la seule maison encore debout, le même logo que celui de Bartholomew Kuma. Il serait alors fascinant d'apprendre après toutes ces années que la patte d'ours est en réalité l'emblème des boucaniers et non celui du Niku Nikunomi, et que les ruines sous-marines visitées par Jinbei étaient le pays ou la ville détruite par le gouvernement mondial il y a 800 ans pour éradiquer la race des boucaniers. Ouais, j'aime bien. Nouvelle preuve de l'augmentation du niveau des océans au fil des siècles, comme l'aura démontré le chapitre 1089. Tout ça pour un mec qui pleure à cause de son daron. Oh, vous êtes mauvais. Oh, vous êtes mauvais, les mecs, c'est incroyable. Durant des siècles, ce n'est donc pas le peuple des boucaniers que le Regardez son daron. gouvernement cherche. Regarde-le. Durant des siècles, T'as pas honte ce de n'est parler donc de la pas le sorte. peuple Regarde comment il est. Oui, alors oui, il est dans cet état parce qu'il a fait du boucan. Oui, il a fait trop de bruit, du coup s'est fait gifler par le Tenrobito, oui. Mais
Ah, tu peux quand même le respecter un petit peu. Boucanier que le gouvernement cherchait à... Il est mignon, frère. Qui, le père de Pumba, il est mignon Comment ça, mon ref? Ce que cherchait à effacer le gouvernement, c'était cette force qui permet aux hommes de survivre. Parce que c'est ce qu'il a toujours voulu être. Ismaël, il a dérapé. Il a dit il est mignon. Ismaël, il a glissé. Ismaël, il a glissé comme Kizaru dans le 94. Kuma risque donc d'intervenir sur Egghead pour sauver tout le monde. Comme lors de sa toute première apparition, il fera de même pour sa toute dernière. Regardez, ça pareil, quand on dit que Kuma, ça fait un petit moment quand même qu'on parle de Kuma qui va venir sur Egghead avec le fameux parallèle entre l'archipel des Sabondi et Egghead, bon parallèle qui n'est plus à démontrer désormais, avec le fameux On est 100 fois plus fort, référence à Rayleigh, Kizaru, Sentomaru, Mark III, voilà, tout le monde est au courant maintenant. Mais le problème, c'est que si on part du principe qu'il vient sauver les Mugiwara, ça voudrait dire que Sanji et Zoro perdent même à 2 contre 1 contre Saturne. Et du coup, si c'est le cas, si vraiment Luffy ne peut pas se relever, parce que c'est intéressant comme question, si Luffy ne peut pas se relever avant un certain temps et que Zoro et Sanji ne peuvent pas gagner contre Saturne, alors dans ce cas-là, quel est le niveau de Saturne? Vous voyez? Bon, les autres, on va pas vraiment les compter, quoique les combinaisons... Ah, quoique à Jinbe, avec Jinbe, donc Sanji, Zoro, Jinbe et les autres. Ah, Saturne, c'est quelqu'un. Si vraiment Kuma vient en mode « je vous sauve, vous ne pouvez pas gagner », Saturne c'est vraiment quelqu'un. En effet, c'est à Sabaody que l'ours avait fait ses adieux aux singes. Ils ne se reverront plus jamais. Et cela tombe bien, l'esprit de Kuma a disparu. Mais moi j'ai du mal à imaginer, si vous voulez, Zoro, Bandana, Haki des Rois sur les 3 épées, en mode je dois t'éliminer. J'ai du mal à imaginer Saturne être tellement fort que genre Zoro et Sanji Ifrit ne peuvent strictement rien faire contre lui. J'ai vraiment du mal à imaginer ça. Ce serait vraiment... Qui es-tu Saturne? Je veux bien que t'es venu. Je veux bien que de par ta présence, ta prestation, t'es en train d'humilier Kizaru, qui a fait plus office de punaise de lit sur Egghead parce qu'il a fait qu'emmerder les gens, bouger partout. Au final, c'est fait one shot. Bon, qui es-tu, Saturne? Et Monkey D. Luffy, comme à Thriller Bark, est évanoui. La boucle serait donc bouclée et comme pour sa toute première apparition, Kuma pourrait grâce à son fruit du démon extraire toute la douleur et fatigue de Luffy évanoui sans que ce dernier ne la prenne jamais, pour enfin transmettre... Après le problème c'est que Luffy il a pas vraiment beaucoup de dégâts genre. toute cette souffrance sur la souffrance et tout. À Saturne. Sauf si ça... Et après il va envoyer la souffrance contre Saturne. En sauvant sa fille Jewelry Bonnie. Ainsi le rêve du petit... Ah ouais, Pumba qui vient et qui fume Saturne. Qu'est-ce que vous en pensez? Kuma qui vient et qui gifle Saturne. Bon, en vrai, la douleur de Luffy, le problème c'est que Luffy n'a pas subi beaucoup de douleur en fait. Parce que Kizaru l'a pas fait vraiment mal en fait. C'est ça le problème. C'est que toute la douleur, il est plus KO de par la limite du fruit. À moins que tu me dises que la limite du fruit ça représente beaucoup de douleur. Il n'a pas de souffrance, il n'a pas subi beaucoup de souffrance Luffy. Il a carrément dit c'est le dôme qui m'a fait mal. Donc à moins qu'on parle de la douleur du dôme. Genre il prend la douleur de Sentomaru, la douleur de Kizaru, la douleur de Luffy. Il tape Saturne avec. Le garçon se réaliserait enfin, car si Nika doit sauver tout le monde, il sera celui qui sauvera Nika. L'arc narratif de Bartholomew Kuma arrive à son terme, car véritable boucanier, il est en chemin pour transmettre son message et apporter avec lui l'espoir. Ouais, j'aime bien. Le seul truc, c'est que du coup, ce qui est un petit peu dommage dans l'histoire, c'est que les révolutionnaires, ils sont partis, ils ont failli tous mourir pour le récupérer, et lui il part du coup pour se sacrifier. Alors je veux bien, c'est sa fille Bonnie, hein. Je veux bien, il part, c'est beau et tout, mais au bout d'un moment, heureusement que on a pu voir Aramaki se chier dessus devant Morley et ne pas pouvoir le battre. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, voilà, ils sont partis, ils ont failli mourir pour que tu partes mourir contre Saturne. C'est chiant, mais bon. C'est un boucanier, hein, de toute façon, c'est un sale boucanier, hein. Le mec abuse. Devenir plus fort. Ah, les problèmes, Kizaru. Les problèmes, devenir plus fort. Si Eiichiro Oda décide d'épargner tous ses personnages dans le présent de son intrigue, dans le passé...
Pourquoi cette haine envers Kuma? Par pitié Kakashi, il y a les problèmes là, on va parler de Kizaru qui s'est fait one shot. Attends Kakashi, t'inquiète, on parlera de ce sale boucanier après, de Pumba, l'infâme Pumba, et de son père. Pour l'instant on parle de Kizaru, des problèmes. Et dans ses flashbacks, il se lâche le Boog, mais totalement. Avant, on parlait de meurtre, d'injustice. Maintenant, on parle tout simplement de génocide. Et ça s'explique parce que chez le bon vieux Oda, c'est le présent qui doit réparer le passé. Donc dans le présent, c'est le présent qui doit réparer le passé. Et comment le présent répare le passé? Avec des coups de poing, des coups de pied, avec des White Star Gun, avec des one shots. C'est comme ça qu'on répare le passé. C'est comme ça. Kizaru à l'époque, les hommes poissons n'étaient pas assez forts pour le gifler. Sur l'archipel, les Mugiwara, pas assez forts pour le gifler. Désormais, ils peuvent le gifler. Et vous savez quoi? Vu que les choses sont bien faites, il s'est fait gifler. Elle est pas belle la vie?